Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. On the start for contact. Miller and Mir, side to side. Salut tout le monde, super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 192 et on va plonger ensemble dans le 9e Grand Prix de la saison, le GP d'Italie, sur le circuit mythique du Mugello. Et pour cet épisode je suis très heureux de retrouver Pierre et Steph. Salut Pierre, je commence par toi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps effectivement qu'on n'a pas enregistré ensemble. Bonjour à tout le monde. Ouais. Salut Steph. Salut à tous. Comment ça va les copains? Ça va, écoute. Ça va bien. Ah bon, ouais. Je laissais la parole aux nouveaux venus. Toujours champion du monde alors. Ouais, toujours champion du monde. Je vous propose d'attaquer direct avec les news du coup, et on va ouvrir sur l'info tombée ce lundi. C'est la Commission européenne qui valide le rachat de la Dorna par Liberty Media. Alors, petit rappel procédure, la Commission devait examiner si l'opération réduirait la concurrence en ce qui concerne la concession de licences de droits de diffusion de contenu sportif. Elle a conclu qu'il n'y avait pas de problème de concurrence et que donc Liberty Media pouvait racheter une grosse partie de la Dorna. Ce qui, pour rappel, Liberty Media, c'est la société qui détient les droits de diffusion de la Formule 1. C'est pour ça que ça posait éventuellement une question de concurrence. Il n'y a pas eu de problème finalement, donc ça va pouvoir se faire. On en a parlé en privé de cette info. On sait pas trop comment réagir. En vrai, il y a pas vraiment d'avis à avoir pour l'instant. Je vais évidemment vous laisser la parole, mais en ce qui me concerne, on va voir quoi. Moi, ce que j'espère, c'est que j'espère que il y aura un jeu vidéo un peu plus sympa sur la MotoGP. mais voilà. Après, j'aime beaucoup les jeux actuels, mais on sent que ça manque un peu de moyens encore. En niveau gameplay, etc. Il y a encore des bugs alors qu'on est au GP25, enfin, c'est une catastrophe. Et voilà, c'est le seul petit point que j'avais à noter. Après, sur le reste, à voir. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre? On va commencer par toi. Ouais, pas trop d'avis sur le sujet. En fait, la Dorna, c'était déjà, on va dire, une société qui était possédée par divers fonds. Voilà, ils revendent leur part à Liberty Media, donc c'est pas comme la F1 où Liberty Media est directement propriétaire de la F1. Là, c'est Liberty Media qui est propriétaire majoritaire de la Dorna, qui elle-même possède les droits d'organisation et de diffusion du championnat. Exactement. Donc à voir. Moi, je suis pas la F1 à part sur Netflix, sur la série Drive to Survive qui est beaucoup critiquée. Moi, j'aime bien ce que je vois. Après, je suis pas du tout fan de ce sport, donc pas trop d'avis sur la question. J'attends plutôt d'avoir un peu de recul d'ici 2-3 ans, histoire de me dire est-ce que c'était positif ou pas pour le MotoGP. Ouais, complètement d'accord avec ça. Steph, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors, plusieurs petites choses. Bon, déjà, ils gardent le MotoGP et le Superbike. Ouais. Ils ont pris le package. Premier truc, on va dire côté sportif, donc on espère que, en tout cas, moi étant fan de Superbike, j'espère qu'ils vont garder le Superbike, qu'ils vont déjà pousser sur cette discipline, parce que je trouve qu'elle est mal mise en valeur, on en parle souvent. Voilà, j'espère qu'ils vont faire un truc pour cette discipline-là j'espère qu'ils vont pas la balancer et la vendre à quelqu'un d'autre qui ferait des trucs moins bien. Après, moi, je suis beaucoup la Formule 1, tu vois, j'ai ce défaut-là d'aimer aussi la F1 au MotoGP, même si je me fais chier dans les Grands Prix de F1, mais je les regarde toutes les semaines. Et perso, j'aime pas du tout ce que fait Liberty Media. Alors, on peut pas comparer les circuits de F1 et de MotoGP, hein, mais si on fait juste le raccourci, enfin, si on fait une petite parallèle F1, c'est que ils veulent faire que des circuits en ville. Alors, pour la moto, c'est pas possible, hein, de rouler en ville, mais en F1, ils veulent faire que ça. Ils veulent absolument qu'il y ait toutes les stars américaines, et que ça soit du show, et toujours du show, et la course passe après le show, après les VIP, après LeBron James, qu'il faut absolument qu'il soit en photo avec Lewis Hamilton, enfin, tous ces trucs-là, au final, je trouve que ça mène rien à la discipline, et moi, je trouve que c'est bizarre. Oui, c'est clair que Liberty, c'est des Américains, donc tout est à l'américaine et le show aussi. Et effectivement, on peut peut-être regretter de leur côté qu'il y ait, des projecteurs mis sur le côté show, comme tu disais, et pas sur la course et pas sur le sport. C'est comme le rappelait Pierre, c'est que la Dorna reste propriétaire, enfin, garde les droits de diffusion du MotoGP. C'est juste Liberty qui a racheté en grande partie, enfin, qui est devenu actionnaire majoritaire de la Dorna. Donc la Dorna, à mon avis... Si t'es majoritaire, ouais. Tu fais ce que tu veux.
Oui. Après, En vrai, la Dorna c'était- peut décider de c'était pas- revendre le reste de ses parts. Enfin, je sais, j'ai pas le schéma des associés en tête pour la Dorna, mais à mon avis, ils pourront. Si ils veulent des changements, ça devra se faire sur le long terme. Ils pourront pas tout imposer comme ça d'ici même 2 ans, je pense. Non, mais en tout cas, perso, moi j'aime pas ce côté sport trop bling bling. Ouais, ça me Je correspond comprends. pas. Je pense que ça correspond pas à la moto, perso. La F1 peut-être un peu plus, mais la moto, on voit hein, quand tu vas dans les grands prix moto, dans les courses de deux roues, enfin, le public, il veut pas voir machin truc bidule. Enfin, les gens, ils en ont rien à faire en fait. Ils veulent aller voir Zarco, Quartaro, Marquez, Rossi, et le reste, on s'en fiche un peu. On va passer du coup aux petites news sur la Moto 2 avec Sergio Garcia qui est tout simplement viré de son team QG Motor MSI. C'est Eric Fernandez qui est roulé en Junior GP Moto 2 sur le même châssis qui est débauché pour le remplacer. Il était 7ème du championnat, Eric Fernandez. En MotoGP, c'est Toprak qui finalement signe en 2026 avec Yamaha Pramac. Alors j'ai l'air complètement ridicule parce que je disais dans le dernier épisode que non mais c'est pas sûr, on va attendre que ça se fasse et tout. Bon c'est fait, ils ont même pas attendu le Mugello au final. Hein. Ça, on l'a su 3-4 jours avant, même une semaine avant. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez les amis de cette... c'est un peu le transfert de l'année. En tout cas en côté From Superbike to MotoGP, c'est vraiment le transfert de l'année. Bah, je pense que c'est le transfert de l'année jusqu'à ce qu'on ait Morera qui passe en MotoGP l'année prochaine. Non, je plaisante. Bien sûr que la plus grosse tête d'affiche de ces 5 dernières années, Superbike, peut-être même 6 dernières années, passe en MotoGP, c'est très attendu. Il a une communauté presque un peu toxique, désolé de le dire. Alors, tous les pilotes ont une communauté plus ou moins toxique. Alors, on va dire que tous les pilotes ont 10% de la communauté qui est toxique. Lui, c'est facile. Un Turc sur 2, on va dire, ils sont fanatiques. Donc, quand tout va bien, ça marche, mais dès que tu fais une remarque, ça peut être très vite mal pris. Non, mais en vrai, c'est super. Après, ce qui sera au rendez-vous, je pense qu'on se posera les questions en fin d'année ou en début de saison l'année prochaine. On pourra faire un épisode sur ce qu'on attend de lui. Complètement. Stéphane On avait parlé la semaine dernière, donc moi je trouvais que c'était bien. Mm. C'était une bonne nouvelle, ça veut dire que la passerelle, elle est pas que MotoGP Superbike. Un peu se faire Superbike avec MotoGP, maintenant on attend de voir le niveau. S'il emmène la moto, s'il arrive à la cap, bon, il aura pas de suite, mais tu vois, s'il arrive d'ici la milieu de saison à se battre un peu avec les autres pilotes. Mm. Et par contre, si lui il se grille, est-ce qu'après il va griller tous les autres pilotes derrière en Superbike qui auraient des prétentions de venir en MotoGP? Ça l'avenir nous le dira. Mm. Et après une petite news pour faire le parallèle avec Toprak, c'est que apparemment Miller, puisque bon, du coup il y a un des deux guidons de chez Yamaha qui devrait se libérer. Ouais. Et apparemment Honda aurait proposé à Miller un contrat de 3 ans en Superbike justement dans son team usine. Ouais, intéressant. Et à la place de Yokona ou Viré? Je sais pas, j'ai pas entendu à la place de qui, mais en tout cas, Honda lui aurait proposé un contrat de 3 ans à Miller. À voir, à confirmer du coup. Et alors ce qui est confirmé, c'est que Dovi, lui, signe un contrat de 3 ans en tant que pilote d'essai pour Yamaha et coach performance auprès des pilotes. Voilà, le retour d'un des pilotes préférés de Pierre, je pense qu'on peut le dire. Oh oui, le pilote préféré, on peut dire. Ouais, le pilote préféré. Toujours aussi déçu qui roule pour Yamaha. Mais tant mieux pour lui. Franchement, tant mieux. Ça peut être intéressant aussi le coaching qu'il va faire auprès des pilotes, des 4 pilotes des 4 pilotes sous contrat Yamaha en MotoGP, à voir s'il peut apporter des analyses pertinentes et des tips pour bien utiliser cette moto. Je vais continuer avec Boulega qui prolonge avec Ducati en World Superbike pour 2026 et qui sera pilote essayeur pour la marque aux côtés de Pirro dans le but de développer la 850 en s'appuyant sur sa connaissance des pneus Pirelli parce que effectivement voilà. Et puis Bautista lui ne sera pas reconduit chez les rouges. Pour parler de pneus maintenant, c'est Michelin qui fournira le Superbike et le Supersport à partir de 2027 à la place de Pirelli donc. Et oui, alors, du coup, est-ce qu'on peut faire un parallèle? Regarde, l'Imerti Media donc devient majoritaire au sein de la Dorna, et du coup, tu auras des pneus Pirelli en MotoGP. Et en Formule 1, c'est Pirelli. Est-ce qu'il n'y a pas...
Bah, c'est peut-être pour ça que... Est-ce que les complotistes ne diraient pas quelque chose derrière? Mais c'est peut-être pour ça que qu'ils ont dit à Michelin reprend le Superbike, parce que Pirelli aussi en Superbike, ça faisait trop, quoi. Tu vois, je veux dire, Pirelli en Formule 1, en Superbike, en MotoGP, en Rookies Cup, enfin, toutes les catégories liées à ces compétitions. Ça faisait vraiment peut-être trop. Vous avez peut-être plus de connaissances que moi là-dessus, mais est-ce que c'est pas aussi Michelin qui avait envie d'arrêter, tout simplement? Non, ils avaient bien dit qu'ils voulaient continuer mais faire que les pneus MotoGP et Moto E, et que ça les intéressait pas de faire du Moto 3 ou du Moto 2. Et la Dorna cherchait un manufacturier unique pour les pneumatiques. Ouais. Ok, merci. Non, parce que je dis ça parce que le vieux que je suis se rappelle comment Michelin avait quitté la Formule 1 avec pertes et fracas il y a quelques années, en mode de toute façon il y a plus de, on nous pousse plus à innover, etc. Donc on se casse, quoi. Enfin, de mon souvenir, c'était comme ça que c'était passé avec la Formule 1. Ouais. En fait, ce qu'ils avaient dit, c'est qu'en fait, ils voulaient, quand ils investissaient dans un championnat, ils voulaient qu'ils aient de la concurrence. Ouais. Et en fait, en Formule 1, on leur a dit d'être manufacturier unique, et ils voulaient être en concurrence avec Bridgestone à l'époque. Et comme ils avaient été choisis en exclusivité, ils ont dit non, bah du coup on quitte la Formule 1 parce que ça nous intéresse plus d'être tout seul. Bon, bizarrement ils sont tout seuls en MotoGP, donc c'est un peu paradoxal, mais ça c'était ça à l'époque le pourquoi du coup. Bah merci pour cette précision, Stéphane, et sans transition on va passer à la Moto 3 avec Pérez qui est toujours chez MTA Level Up à la place de Berthellet. Il devra effectuer un long lap suite à une manœuvre dangereuse en essai, et c'est le retour d'Adrian Fernandez. Passe en Q2 Quiles, Munoz, Pérez et Foggia, et en Q2 c'est la pole de Carpe devant Rueda et Ogden. En course, c'est Quiles qui remporte ce Grand Prix du Mugello en Moto 3, suivi par Carpe. Foggia complète le podium, Rueda est 4ème, Munoz 5ème, et à noter aussi, pourquoi pas, la 14ème place de Stefano Nepa. Voilà. Au classement général, ça donne Rueda toujours en tête avec 162 points, Picaras deuxième 106 points, et Carpe qui complète le podium provisoire avec 105 points. Comment vous avez trouvé la course, les amis? On va faire une impro totale parce qu'on n'a rien mis dans le conduc. Je le signale aux auditeurs. On va peut-être écrire 2-3 trucs pendant que les autres parlent. Mais voilà. Pierre, je commence par toi. Ouais, j'ai apprécié la course des rookies, Quiles et Carpe qui s'affirment. Vraiment une course intelligente de leur part à tous les deux. Alors c'était vraiment une course en paquet. Devant, il n'y a jamais eu de pause et de leader qui a su se détacher. Ils étaient vraiment souvent un paquet de 10. Et à la fin, Quiles qui prend le dessus sur Foggia au début du dernier tour. Alors, et Carpe, lui, c'est à 2 virages de la fin qui passe Foggia et qui limite pour 6 millièmes. Hein. Il arrive pas à rattraper Quiles pour 6 millièmes. Donc vraiment des rookies très 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 forts cette année. On n'a pas tout le temps l'occasion de le voir, même si de temps en temps on en a un, mais donc bravo à eux. Je trouvais que c'était une belle course pour une fois. Je trouve que le Moto 3 jusqu'à une chute aux 2 tiers de la course, t'avais tout le monde qui était en paquet. Les pilotes, ils étaient, peut-être une bêtise, mais 1 seconde 5 entre le premier et le dernier pilote. C'était un vrai paquet de tous les pilotes. Et après, j'ai trouvé Rueda un peu rugueux sur une ou 2 attaques. Il pousse, alors j'ai plus le pilote, mais il envoie au tas un pilote. Et Almanza, non? Je me suis fait quand même la réflexion. Je trouve ça bizarre qu'il ait pas de pénalité, parce que pour moi, il a clairement envoyé dehors ce pilote. Et quand tu as leur sans spoiler, mais quand tu vois le MotoGP pour une action similaire, Morbidelli qui prend un long lap, je me dis bon, pour le coup, quand on dit tout le temps que les petits jeunes, il faut savoir les cadrer, les canaliser, là je trouve que la direction de course, elle était un peu à l'encontre de ça. Ce que j'ai retenu de la course, après c'était une belle course, oui, en effet, avec belle victoire des rookies. Un bon résultat pour Foggia au Mugello, à signaler. Ouais, son meilleur résultat cette saison, Foggia, c'était 6ème avant cette course. Donc là, il a leadé plusieurs fois la course et finalement, à la fin, il se fait avoir par Quiles et Carpe, mais clairement, il était éligible à la victoire et ça aurait pas été volé non plus. Non, c'est clair. Tu l'as dit, hein, mais ouais, 6 millièmes entre le premier et le deuxième et 66 millièmes entre le deuxième et le troisième. C'était très serré devant. Derrière, c'est pas tellement plus loin parce que Rueda est à 102, est à 1 dixième. Munoz à 2 dixièmes.
Furusato à 3. C'est quand même effectivement très serré. On est dans la seconde jusqu'à la 10e place. Voilà. C'est fou. Ouais, c'est fou. Et une belle remontée de Perron, hein, si j'ai pas de bêtises, qui part dernier, qui arrive 8ème. Sinon sur Rueda, juste pour dire encore une course intelligente de sa part, il essaie de l'idée au début et il voit qu'il y a de la bagarre partout. Alors quand je dis il voit, il avait peut-être pas les moyens, mais il se stabilise aux alentours de la 8-11e place pendant une bonne partie de la course. Et peut-être malgré son geste que n'a pas apprécié Stéphane, il va à toute fin donner dans les 2 derniers tours un coup de collier pour raccrocher le wagon devant et il finit 4ème, pas loin de la première place. Donc il va prendre des gros points sur ses poursuivants, Piqueras notamment au championnat, et c'est ce qu'on attend d'un leader comme ça. Un petit mot sur l'accident spectaculaire de Guido Pini. Je sais pas si vous l'avez vu là, quand il chute, on sait pas trop pourquoi à la sortie du virage et qu'il traverse toute la piste. Ouais. On a eu beaucoup de chance, hein, hier. Il a fait se faire découper. Ouais. Hein. Voilà. Non mais c'est vrai, comme tu dis, ça aurait pu être une catastrophe, mais coup de bol pour lui. Il avait sa bonne étoile ce jour-là. Passons maintenant à la moto 2 du coup avec Colin Veger qui est de retour et Mario Adje encore forfait remplacé par le Thaïlandais Nakarin Tirad Fuvapat. Ouais. Tu l'as bien dit. En qualif, merci. En qualif, passant cul de Roberts, Onju, Alonso et Sasaki, et c'est finalement la pole de Morera devant Canet et Arenas. En course, victoire de Gonzalez, suivi par Arenas, Canet est 3ème, Vietti 5, Onju 6, je déteste Vietti parce qu'il a doublé Onju, évidemment. Alonso 8, Roberts 9, Salach 12, pourquoi pas, Olgado 15, voilà. Signaler les chutes de Gourberg et Navarro. Au classement général, ça donne Gonzalez en tête avec 143 points, suivi de près par Canet avec 134 points. Morera complète le podium provisoire avec 103 points. Bon voilà, Gonzalez, encore une victoire, j'allais dire, avec une seconde 4 d'avance sur Arenas, donc belle victoire, voilà. Non, c'est une belle victoire, en sachant que par rapport aux 3 autres, là, dans les 4 premiers, c'est le seul qui part pas de la première ligne, si on peut dire. Donc, il a démontré une maîtrise de cette moto et de cette course assez impressionnante où au début il va jouer les carénages, hein, parce que ça va vraiment se frotter, et après il arrive à creuser l'écart et à se mettre à l'abri jusqu'à la fin de course. Donc c'était pas la course la plus intéressante à regarder pour la bataille pour la première place, mais ce qu'il a fait c'était vraiment intéressant. 4ème victoire pour lui du coup en Moto 2. Il avait en plus après Aragon, on le rappelle, enchaîné le test MotoGP avec le test Moto 2 à Barcelone. Donc il avait annoncé après la course qu'il était épuisé, mais ça l'a pas empêché de gagner. Ouais, et du coup si je me trompe pas, il reprend la tête du championnat à Canet. Exactement, tout à fait. Steph, t'as peut-être pas vu la course, mais t'as peut-être un commentaire sur Gonzalez. Bon, j'ai pas vu la course. Je te dénonce. Je passe mes commentaires. Je garde mes commentaires pour le MotoGP. Ça marche, bah, avec grand plaisir. Onju, belle 6ème place. Je vais évidemment parler d'Onju. Pas déconnant. Non, c'est une belle 6ème place. Après, ce qui est dommage pour lui, c'est qu'il se bagarrait en tête au tout début et qu'il a baissé de rythme ensuite. Ouais, bah oui. Non, c'est clair, mais au moins il est pas tombé. C'est vrai. Alors il continue ses progrès, ça veut dire. Non, c'est vrai. Enfin, c'était tellement compliqué en début de saison que là, c'est quand même. Je prends ce qu'il y a à prendre, voilà. Rien d'autre à dire sur le Moto 2. Si, ouais, vas-y. on peut parler quand même de la bagarre Canet-Morera qui nous a tenu en haleine toute la course. Quand Arenas et Gonzalez devant eux ont réussi à se détacher et que derrière Vietti Honshu, pareil, était un peu lâché. Je crois que j'ai jamais vu une bagarre en Moto 2 aussi longue. Elle a duré, je sais pas combien de tours, 10 tours, où à chaque virage, je te dépasse, tu me dépasses, etc. C'était incroyable. Il y a eu des coups de carénage, mais c'était propre. Il n'y a pas eu de je te pousse par terre, et à la fin, Canet se débarrasse de Morera sur la ligne, hein, pour
pour 100 millième. Mais bravo à eux deux. Et je pense que s'il y avait une possibilité d'avoir des troisièmes ex-aequo sur cette course, j'aurais bien mis Morera aussi avec Canet. Alors, c'est clair, de la très belle bagarre. Passons au MotoGP du coup, si vous voulez bien. Yes. Avec Ogura qui est déclaré apte enfin après sa fracture acquise en première partie d'essai à Silverstone. Aldeguer déclaré apte aussi après une opération surprise du syndrome d'éloge après les tests MotoGP d'Aragon. Vous voyez, il n'y a pas que Gonzalez qui a souffert des tests. Et puis le HRC remplace Marini par Nakagami sur ce Grand Prix du Mugello. Et alors du coup se qualifie pour la Q2 Aldeguer et Fernandez. Et puis la pole, à votre avis, Marc Marquez, suivi par Pecco et Alex Marquez complète la première ligne, Quartararo est 4 et un peu plus compliqué pour Zarco qui se qualifie 14e. La course sprint, ça donne le doublé des frères Marquez avec Marc en tête, suivi de Pecco Bagnaia qui complète le podium. Maverick fait une belle 4e place, DJ à 5, Bezzecchi 6, Morbidelli 7. Fabio fait top 10 mais malheureusement il n'aura pas de points pour la sprint. Et puis à noter les chutes de Acosta, Zarco qui a été méchamment fauché par Brad Binder dès le premier tour. Sur la course du dimanche, nouvelle, on prend quasiment les mêmes heures commence. Marc Marquez remporte son 93e sa 93e course, toutes catégories confondues en mondial. Alex Marquez est 2e et Digia complète le podium. Il a chippé un peu, on peut le dire comme ça, la 3e place à Pecco qui finit 4e de ce Grand Prix du Mugello. Bezzecchi est 5e, Morbidelli 6. Et puis à noter Fabio Quartararo qui, on espérait un petit quelque chose quand même pour ce Grand Prix, finit 14e. Et Zarco a aussi chuté ce dimanche. Et puis Vinales et Miller ont chuté aussi. Et Sebastiani, lui, qui a même pas fini le premier tour. Voilà. À noter que Zarco, lui, a fait une chute très très vite sur la perte de l'avant. C'était impressionnant, mais Dieu merci. Ouais, 3e tour, merci. Et Dieu merci, il s'est pas blessé. Au championnat, je vous le donne en mille, Marc Marquez est en tête. Suivi par son frère Alex et Bagnaia complète le podium provisoire. Voilà. Zarco est toujours 6e au classement général provisoire. C'était pas le Grand Prix le plus passionnant de l'année. Alors, il y a eu quand même un très beau début de Grand Prix. Non, alors je plaisante. Genre, c'était de l'humour. Non, franchement, très très beau Grand Prix. Très très beau Grand Prix, beaucoup de bagarres. Et puis un Pecco, on va peut-être commencer par lui, qui a montré de belles choses ce week-end. Pierre, je commence par toi pour parler de Pecco. Ouais, on est arrivé, je suis arrivé sur ce Grand Prix depuis mon téléviseur assez dubitatif. Je savais pas ce qui allait se passer par rapport à Aragon où on a connu quand même les montagnes russes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Pecco? Il a plutôt bien roulé puisqu'il fait 3 et 4. Au final, est-ce que il est au niveau de ceux qu'il y a devant lui? Non. À part Digia, je pense que Digia, ça s'explique en partie par probablement l'usure de ses pneus en fin de Grand Prix. On sait que Digia est très fort sur les fins de course et Pecco avait dû cramer ses pneus pendant ses 5 tours à la bagarre avec Marc Marquez. Mais par contre, ce que j'ai effectivement apprécié avec Pecco, c'est cette faculté à aller chercher Marc tout de suite sur le Grand Prix et à lui mettre des bâtons dans les roues, de la bagarre et aussi à Alex. Et c'est ça qu'on veut voir. On veut le voir sur toute la durée d'un Grand Prix maintenant et pas que sur le tiers de la course. Mais en espérant que ça va arriver. Ouais, belle grosse bagarre en tête sur cette course, effectivement, Stéphane, sur Pecco, et puis peut-être même enchaîner avec Marquez si tu veux. Oui, non, mais je suis d'accord pas pour une fois, mais désolé, c'est sorti trop vite. Je trouve que Pecco a montré un peu, tu vois, un peu plus de caractère que les autres Grands Prix. Ouais, je suis assez d'accord. Non, il a montré, tu vois, qu'il était capable de se bagarrer, ou en tout cas, il essayait d'être capable de se bagarrer avec les frères Marquez. Sauf qu'après, alors, est-ce qu'il a trop attaqué, du coup, il a bouffé ses pneus, parce qu'arrivé à la mi-course, il était plus dans le rythme. Ou est-ce qu'il était fatigué, ou est-ce que c'est les Marquez qui ont poussé encore plus, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je dirais que il a peut-être trop attaqué
en début pour être dans le coup, et finalement ça l'a desservi parce qu'on a vu même à la fin Di Antonio qui remontait tellement vite sur lui qu'il a rattrapé pour compléter le podium. Ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Didja avait des évolutions sur la Ducati qu'avaient pas les autres pilotes. Alors, est-ce que ça l'a un petit peu avantagé en fin de course? Moi je pense pas, mais bon, faut quand même... C'est des évolutions aéro? Ouais, il avait des évolutions aéro, et c'était le seul à les tester sur ce Grand Prix du Mugello. Donc est-ce que ça a joué un petit peu ou pas? Ouais. Et oui, après c'est sûr que voilà, Marquez, il a rien lâché, puis il a été... Et après un moment il a accéléré, puis il les a tous mis d'accord, quoi. Je te trouve sévère avec Pecco, encore une fois, parce que... Enfin, quand il attaque pas, on lui dit il attaque pas, et quand il attaque, on dit du coup il a cramé ses pneus. Enfin là, on peut pas lui reprocher d'avoir attaqué. Oui, mais ça aurait pu passer. Hein. Enfin, on n'était pas à l'abri d'un accrochage et d'une chute d'un des deux frères Marquez, voire les deux en même temps. Enfin, vu ce qui s'est passé sur la piste. Pour rivaliser avec les Marquez, je pense qu'il est obligé de conduire à 110% de sa moto, et ce qui fait qu'à un moment, sa machine ne suit plus. Enfin, en tout cas, le reste suit plus. Quand tu le vois, il y a un virage, alors dans les premiers tours, hein, où en fait il attaque tellement qu'il a failli tomber. Hein. Il fait comme Marquez, il se rattrape, hein. Sinon il part. Le dernier gauche, ouais. Ouais, il part l'avant sur un bon 5-6 mètres. Hein. Avec le rattrapage est incroyable. Donc tu vois, c'est qu'il lui, il était vraiment à la limite enfin, t'as l'impression par rapport aux autres. Après, c'est pas choquant parce que c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça rassurant de voir physiquement à l'écran ce qui lui arrive et que c'est raccord avec ce dont il se plaint depuis le début de l'année. Ça veut pas dire que le problème ne vient pas forcément de son style de pilotage, hein. Mais je veux dire, il se plaint de l'avant et typiquement, on a vu qu'il a failli perdre l'avant. Donc, c'est plutôt raccord. Après, qui doit travailler sur quoi? Est-ce que c'est son team, sa moto, c'est lui? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Mais voilà, effectivement, on voyait Pecco à la lutte avec Marquez sur plus de courses que ce qu'on a eu. On voyait pas Alex Marquez à ce niveau-là et surtout devant Pecco cette année. Donc c'est vrai que il y a un sentiment général où on est plutôt déçu, je pense, des performances. Pour autant, il est pas à la rue complet comme un Mir chez Honda où on attend mieux d'un pilote officiel ou d'un Rins chez Yamaha. Je veux dire, c'était pas pour viser Mir, mais il fait quand même une bonne saison. Il est 3e du championnat, il fait beaucoup de podiums, etc. Non, mais je disais la semaine dernière, c'est que il est quand même double champion du monde. Il a la meilleure moto, donc t'attends autre chose de lui. Enfin, c'est dans ce sens-là, en fait. Non, mais les frères Marquez, ils sont sur une autre planète là sur ce début de saison. Enfin, c'est clair. Mais je suis d'accord que Alex Marquez, personne l'attendait là. Non, pas aussi régulier, c'est clair. Non, c'est assez dingue. Alors, j'ai mis un point, je sais pas si on peut rebondir aussi sur ça. La pseudo-affaire Ducati du week-end, c'est qu'encore une fois, dans les tribunes, t'avais les pros et les pros Rossi. Donc tous les anti-Marquez. Et donc Marquez s'est bien fait siffler. Et du coup, je trouvais ça quand même assez sympa que Tardozzi vienne voir les publics en disant « Eh les gars, calmez-vous, il porte du rouge, donc maintenant il va falloir commencer à mettre de l'eau dans son vin, quoi. » Et je trouvais ça plutôt fair-play de sa part. Non, Tardozzi, il a toujours beaucoup défendu ses pilotes là-dessus, avec l'extérieur. En tout cas, j'aime beaucoup. Et Marc Marquez, pour rebondir sur la même chose que ce que tu dis, j'adore sa communication. Le samedi, après le Grand Prix, après la sprint, il dit j'espère que les fans italiens ont su apprécier. Enfin, c'est une pique tellement magnifique dans le sens, ça dit tout, mais elle est pas du tout revancharde. Et le dimanche, il vient planter son drapeau. Alors, c'est pas le drapeau 93, c'est le drapeau Ducati, mais quand même, il a planté le drapeau au Mugello. Voilà, c'est j'y suis, j'y reste. Et si vous m'aimez pas, tant pis pour vous, quoi. Ouais, mais ça fait corporate. Tu plantes le drapeau Ducati devant la tribune Ducati, donc c'était quand même plutôt sympa. Bien sûr. Il est quand même bien parti pour nous en enchaîner 2 de suite, là, le Marquez. Hein. Après, la seule inconnue, c'est est-ce qu'il va se blesser ou pas. Là, c'est le seul truc. Ouais, alors là, il tombe plus. Hein. C'est vrai qu'il tombe beaucoup moins. Enfin, là, le mec, il est quand même super régulier. Les chutes, on les a vraiment comptées sur les doigts d'une main cette année. C'est pas sur les 20, 30 doigts de la main. Non, je crois qu'il a dû faire 3 chutes, t'as raison. 2 à Austin et une à Silverstone. Ouais, c'est ça. Ouais. Et gagner cette course alors qu'il y avait de la bagarre avec son mode je débranche le cerveau, je fonce et j'y vais, c'est quand même dingo, quoi. Parce que autant un Pecco a pas grand chose à perdre hein, sur ce coup-là, il se dit bon, j'y vais, je suis au Mugello, je suis chez moi, je vais y aller à fond.
autant le Marc, il peut se dire, bah tiens, le Pecco il a l'air en forme, je vais peut-être ralentir un peu pour éviter de me bourrer. Non, il a pas du tout, c'est pas du tout dit ça, quoi. Il a vraiment foncé jusqu'au bout et c'était incroyable. C'est là qu'on voit aussi qu'il aime beaucoup sa moto. On va parler du dernier de Grésini, on en a pas parlé du tout, c'est le Deguerre. Ouais. J'ai bien aimé, donc on l'a dit, il revenait d'une opération. Alors le samedi c'était un peu compliqué, mais il vient quand même prendre le point, alors qu'il s'était très mal qualifié, il vient quand même prendre le point de la 9e place en sprint. Et puis le dimanche, il fait plutôt un bon départ, et à l'entrée du premier tour, en fait il rentre dans le deuxième tour, il rate son freinage, il sort totalement de la piste, enfin il manque de se bourrer, il repart dernier, et il fait une remontada mais vraiment de folie, et il termine finalement, si je dis pas de conneries, il termine 12e de cette course, alors qu'il était vraiment dernier, vraiment loin, donc bravo à lui. Mais il a fait des belles choses, enfin on en a déjà parlé évidemment à l'épisode dernier, mais mais Leger, on sent qu'il a un potentiel assez dingue. C'est ça, parce qu'au-delà de sa vitesse pure, voilà, c'est vraiment, c'est un rookie, il a pas paniqué, il a du sang-froid, il double beaucoup de monde. C'est pas évident, hein, même avec une bonne moto. Bon, après, il a une belle moto quand même cette année. Oui, mais bon, c'est pas la moto qui fait tout. Hein. Non, c'est sûr. Non, ils ont pas encore mis le pilotage automatique sur le Ducati. Sinon, Morbidelli, il aurait pas fait tomber Vignales. D'ailleurs, je te lance la transition. Alors oui, bah du coup, effectivement, parlons des deux dernières Ducati, avec Morbi qui a fait un attentat sur Vignales, est-ce qu'on peut l'appeler ça comme ça? Alors franchement, c'était sale, hein. C'était très sale. Je sais même pas s'il avait conscience qu'il y avait un pilote à cet endroit-là. Je veux dire, un attentat, on va dire, c'est intentionnel, tu vois, il y a une volonté. Ouais, là, c'est genre, je suis tout seul sur la piste. c'est plus tiens, je vais tester une nouvelle trajectoire. Ouais. Et sa sanction était un peu légère. Je connais des potes qui testent des nouvelles trajectoires sur la route. Mais... En tout cas, Vignales, il a montré le point. Et là, lui, ça l'a pas plu. Ah ouais, non, mais on peut le comprendre, hein, le pauvre. Surtout que... Non, continuons sur Morbidelli, pardon, on parlait bien tout à l'heure. Mais au final, bon, bah, plutôt un bon week-end pour lui. 7ème à la sprint, je rappelle, et 6ème sur la course. En sachant qu'il fait 2 longues laps parce que le premier le rate. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas dégueu. Bah, parlons du coup de Vignales, si vous le voulez bien. Vignales qui était bien parti, enfin, qui est encore l'homme des essais, hein, parce qu'on l'a vu encore très performant le vendredi. Mais alors sur la sprint, il finit sur le pied du podium. Mais c'est pareil sur la course, on le sentait vraiment capable de faire une belle chose, et puis malheureusement il se fait faucher par Morbi, quoi. Ouais, c'est ça. Sur ce week-end, il avait la vitesse pour faire top 4, top 5. C'est ce qu'il fait en qualif, c'est ce qu'il fait en sprint. Et c'est là où il était en GP avant de se faire percuter par Morbidelli. Donc c'est bien qu'il confirme qu'il a beaucoup de vitesse avec cette moto. C'est l'un des seuls à l'avoir, parce que oui, on a vu Acosta, il a des fulgurances, mais il chute beaucoup Acosta. Et alors que Bastianini, il est à la cave complet, et Binder, c'est plus Binder qu'on a connu, donc ouais. Compliqué globalement pour KTM, il y a que vraiment au-delà des quelques perfs en début de saison d'Acosta, on a l'impression qu'il y a que Vignales qui peut faire quelque chose là en ce moment, en tout cas. Bah, apparemment, Binder disait que ils avaient des évolutions, alors je savais pas du coup qu'ils faisaient évoluer la moto cette année, et que c'était assez content. Ah ouais. Bah, alors c'est l'interview, tu sais, bon voilà, entre deux trucs que t'entends sur Canal, mais à Aragon, ils ont testé un carénage arrière là, sur la selle, beaucoup plus à l'ancienne, sans aileron en fait. C'est peut-être de ça dont il parlait. Peut-être. Et il disait qu'apparemment ça lui donnait satisfaction. Ouais, bon, il fait top 10, hein, c'est quand même pas fou, hein. On va pas se mentir. Ouais, mais après, Brad Binder, à ce stade-là de la saison en 2023... Il était 4 ou 5, non? Il était 4ème, ouais. Et il avait à peu près, de mémoire, là je dis une connerie, mais 120 points. Et là, il est 13ème avec 42 points, donc ouais. Compliqué pour tout KTM, quoi, globalement. Parlons d'Honda, du coup, on enchaîne. Bah, en fait, on va pas répéter ce qu'on dit toutes les semaines.
Mais bon, Mir a pas chuté cette fois. Il a fini les 2 courses, ce qui est à noter. Ouais, Honda, enfin oui, là, pour Honda, enfin, je pense que c'était un pas en avant, un pas en arrière, et là, c'était le pas en arrière, ce week-end-là, c'était pas du tout... Ouais, c'était un peu ça. C'était pas du tout la piste, l'état d'esprit, les pilotes, le chat noir pour Zarco, enfin là, il y avait tout réuni. C'est sûr que c'était pas vraiment... Enfin, c'était un week-end transparent pour ce constructeur. Ouais, bah déjà Chantra, c'est très très compliqué vu ses temps ce week-end, donc on l'oublie. Marini est pas là, donc il est remplacé par Nakagami qui fait son job de pilote essayeur. Hein, donc après il restait Zarco qui est tombé les 2 fois. C'est ça. Et Mir est largement dehors des points sur la sprint et 11e. péniblement derrière Ayogura sur le Grand Prix. Donc c'est pas je pense que la moto elle marchait pas là, elle marchait pas à Aragon. Et c'est dommage d'avoir une moto qui ne marche pas partout, quoi. Ouais, même psychologiquement pour les pilotes, ça va être compliqué parce que tu ressors quand même d'une bonne dynamique avec Le Mans, évidemment. Enfin bon, Le Mans, c'était aussi un coup du sort, hein, on va pas se mentir. Mais c'était pas que la moto qui était en jeu, c'était aussi l'instinct de Johann Zarco. Mais on avait vu des belles choses aussi après. Et là... Ouais, Silverstone, merci. Et là, c'est un peu plus compliqué depuis Aragon, effectivement. J'espère qu'ils vont pouvoir se remobiliser pour la suite. Après, c'est quand même une écurie un constructeur qui est quand même encore en reconstruction, donc tu peux pas... Je suis pas sûr que ce soit cette année encore où ils fassent tous les grands prix, tu vois, super cohérents de semaine en semaine. Ouais, d'accord. C'est pas faux. Et c'est comme Yamaha, si tu vas préparer Yamaha pour rebondir sur la Japan Cup. Mais... Oui, bah voilà, très très bonne transition, merci. Moi j'ai décidé de te faire aucune transition, Olivier, ce soir. Je t'ai aidé, Olivier, donc tu pensais sur Yamaha, alors qu'as-tu pensé de ce week-end de Yamaha, Olivier, par rapport à Honda? Mais Honda, c'est pareil, c'est un peu transparent, quoi. Enfin, c'est compliqué de... Sauf que... Du coup, je t'ai perdu. Non, mais sauf que pour le coup, Yamaha, alors là, avec Quartaro qui s'est lancé 4ème, ouais. Tu vois, tu t'attendais peut-être autre chose que P14 en course, quoi. Ah non, mais c'est une catastrophe. Enfin, à partir de la mi-course, même un peu avant la mi-course, tu vois, ça dégringole le classement, c'est dur. Hein. Ouais, je pense qu'ils ont eu un problème de pneus, non? J'ai pas écouté ses interviews, mais c'est vrai que il a vite régressé et puis termine derrière Miguel Oliveira. Je veux pas dire, mais Oliveira qui était nulle part cette année. C'est un peu dur de voir Quartaro comme ça. Après qu'il soit doublé rapidement par les Ducati, on pouvait se dire, allez, logique. Oui, c'est clair. Mais se faire battre par des Raul Fernandez, des Ayogura, des Oliveira, c'est compliqué, quoi. Après, le résultat de Yamaha est cohérent. Ça fait 13, 14, 15. Oliveira 13, Quartaro 14 et Rins 15. Ils sont tous dans la même... quasiment dans la même seconde en plus. Donc, Et Miller par terre. Non mais c'est que chacun en fait a tiré le max qu'il pouvait de la moto et tu vois que ils ont tous galéré, quoi. Ouais, c'était dur. C'était dur aussi pour Yamaha et Aprilia, c'est pas beaucoup mieux. En même temps, enfin, on est dur, mais c'est vrai que Ducati est tellement sur une autre planète qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les autres constructeurs, malheureusement. Alors Bezzecchi, il s'en est quand même bien tiré hein, sur la course. Hein. Il fait 5ème. C'est quand même pas mal. Et 6ème sur la sprint. Bez, il fait des bons week-ends là, avec la Aprilia. C'est pas toujours très régulier, mais et les qualifs, c'est compliqué. Là, il se qualifie 10ème encore. Mais que ce soit en sprint ou en course, il remonte bien. Il a une belle vitesse, un peu comme Vignales. Hein. C'est le seul pilote qui n'est pas Ducati, on va dire Vignales et Bezzecchi. Je trouve qu'il montre des trucs réguliers et intéressants, même si c'est pas tout le temps le cas sur tous les circuits. Donc c'est pas régulier finalement. Non mais je veux dire régulier, c'est que c'est pas des Acosta où il va chuter une fois sur deux, tu vois. Je plaisante. C'était plus oui, j'entends. C'est que c'est... on sait qu'ils vont faire a priori top 7, top 8 quoi, assez régulièrement et qu'ils devraient pas se bourrer quoi. Alors qu'Acosta il peut être top 3 les 2 premiers tours et puis après finir au fond du classement ou au fond des graviers. C'est ça. Et puis quand même la résurgence sur ce Grand Prix de Raul Fernandez. Ouais. 8ème. Là, très bien. Oui.
Non, mais pourquoi pas. Hein. Peut-être parce qu'il y avait le propriétaire du team dans le paddock, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Après, c'est vrai que quand Honda est à ce point à la rue, Yamaha a beaucoup de mal aussi. Du coup, forcément, ça fait un peu plus de place pour d'autres. On n'aurait peut-être pas parié sur Raúl Fernandez, mais effectivement, ça explique peut-être cela. C'est un one-shot, hein, de toute façon, ce genre de course pour eux. Je sais pas si vous avez entendu parler de Martin, on avait dit qu'il reviendrait peut-être à Seine ou Allemagne, j'ai pas eu de news. En tant que pilote ou spectateur? En tant que pilote, Peut-être évidemment. là juste pour dire bonjour aux copains, quoi. Ah non, mais c'est vrai qu'on n'était pas censé le revoir déjà le Mugello, en plus. Bah, c'était dans cette période-là, c'était fin juin, mais il y a vraiment zéro nouvelle, c'est ça qui m'inquiète. Ouais, quoi. c'est un peu flippant. Et là, il reste du coup Assen, ça sera ce week-end, enfin le 29 juin. Ce sera a priori pas pour Assen non plus, hein, sauf surprise. C'est ça, sauf surprise. Et puis après, 2 semaines de pause, Allemagne, et on enchaîne avec la République tchèque. Et après, c'est le break d'août, non? Ouais, donc oui, ça va être compliqué. Bon, on pense à lui, hein, on l'a pas oublié. Salvadori lui garde sa moto bien au chaud. Il a pas cassé. Hein. Non, il la casse pas, ouais. Il a pas l'air de la chauffer beaucoup non plus. Hein. Il veut pas tirer dans les tours horrible. que le moteur il soit toujours bon. Ouais, C'est terrible. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce week-end du Mugello. Merci messieurs. Merci à vous. Merci Olivier, merci on Stéphane. se retrouve, c'est un back-to-back, on se retrouve ce dimanche, enfin ce vendredi même pour les essais du 27 au 29 juin du coup pour le GP des Pays-Bas sur le magnifique circuit d'Assen. Tous les circuits sont magnifiques hein, globalement, sauf 2-3. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, X évidemment, Discord, etc. C'était un plaisir messieurs, merci à tous et à bientôt, ciao. Salut. Ciao.